Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog du film attendu par les gamers depuis très longtemps, Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. L'histoire se passe en 2045 et suit le jeune Wade Watts qui joue à un jeu vidéo qui s'appelle l'Oasis, un univers virtuel dans lequel on peut jouer à énormément de variétés de jeux vidéo différents, y compris Minecraft, petit placement publicitaire, et se créer un avatar, et se créer une vie, se créer un monde. Il y incarne l'avatar de Perceval, parce que c'est Percival en anglais, je l'ai vu qu'en anglais, je sais pas comment ils le disent en français. Est-ce qu'ils disent Perceval en français ou Perceval? Et il va se mettre en quête de récupérer l'Easter egg caché par le créateur de l'Oasis, monsieur Halliday, qu'il ne pourra trouver que s'il arrive à récupérer les 3 clés nécessaires à atteindre la salle où se trouve l'œuf. Donc dans la grande tradition d'un jeu vidéo, c'est trouve clé pour ouvrir porte, le scénario. Et s'il arrive à mettre la main dessus, l'Oasis lui appartiendra, en plus de recevoir une énorme somme d'argent sur son compte. En gros, il deviendra l'une des personnes les plus importantes du monde. Ce qui va être un de mes petits reproches au film, c'est que vous avez déjà vu un milliardaire faire ça quelque part dans sa vie, et c'est pas le scénario le plus basique du monde. Enfin, franchement, le film, attention, est pas mal. Sans plus en ce qui me concerne, pour certaines raisons, faut aborder 3 points précis dans ce film. D'abord, le cinéma de Spielberg. Je suis un fan du cinéma de Spielberg, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a fait beaucoup des films qui m'ont marqué dans mon enfance, en particulier E.T. par exemple, Rencontre du troisième type, une fois que je suis devenu un peu plus mature et adulte. Énormément de choses qui m'intéressent, c'est un mec qui arrive à faire des films très intéressants et qui souvent arrive à très bien garder le propos d'origine de l'œuvre qu'il est en train d'adapter. Le propos d'origine donc, ici, ce sera les 2 points suivants qui vont être importants pour cette critique. L'aspect jeu vidéo et l'aspect nostalgie. Il faut savoir que Steven Spielberg est un fan de jeux vidéo. Saviez-vous qu'il avait sorti ceci? C'est un des rares jeux qui me reste encore de ma période vendeur de jeux vidéo. Si vous le savez pas, j'ai été vendeur de jeux vidéo à Micromania pendant 3 ans. Et je vous avoue que c'est un des rares jeux que j'ai acheté sur Wii. Et c'est même un des seuls jeux qui m'a fait acheter une Wii, parce que je me dis, putain, Steven Spielberg a fait un jeu vidéo. C'est un truc où tu balances une balle sur des blocs et ça doit les faire tomber. Donc après, t'as des blocs qui explosent dans certains trucs et ça. Peu importe. Grosso modo, c'est Steven Spielberg. Il est venu faire un jeu vidéo. Il a fait du jeu vidéo. Basé sur le score, basé sur le skill, basé sur l'entraînement, basé sur ce genre-là. Avec la Wii qui était une nouvelle console qui venait d'arriver. Donc, a priori, il a l'air de kiffer le jeu vidéo. Le problème, c'est que si moi j'ai arrêté de vendeur à Micromania, c'est que je me suis rendu compte que je kiffais pas spécialement ça, les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, je me suis dit, en fait, c'est marrant, parce que, et c'est un peu le Boomblocks de Spielberg qui m'a fait réaliser ça, parce que je me suis dit, en fait, tout ce qu'il a fait dans ce jeu-là, c'est ce que j'aime pas dans le jeu vidéo, en fait. J'aime pas l'aspect score, j'aime pas l'aspect compétition, j'aime pas l'aspect skill et rester pendant des heures à jouer à un jeu pour s'y perfectionner, parce que pour moi, c'est très bien pour se divertir, mais c'est pas important au point d'y dédier ta vie pour devenir doué à ce truc-là, en fait. Comme du sport, en fait. En général, pour moi, on considère maintenant le jeu vidéo comme une discipline sportive pour certaines pratiques, en particulier le gros gaming de compétition. Pareil, enfin, j'ai du mal à te dire que tu vas dévouer des heures de ta vie à douer à faire du javelot ou à jouer avec une manette, je peux pas, quoi. Mais peu importe, c'est juste pour dire que j'ai pas allumé une console de jeux vidéo depuis 3-4 ans. J'ai pas joué à un jeu vidéo depuis un bon bout de temps quand même. J'ai encore mes jeux vidéo, j'ai encore des trucs, mais j'ai rien allumé, je m'en sers absolument plus. Donc tout ce qui est univers de jeux vidéo, c'est pas forcément un truc qui m'intéressait dans le film. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que je trouve que c'est pas si utilisé par le film non plus. C'est-à-dire que d'accord, on est dans un univers virtuel, ça c'est ok, très bien. Mais l'aspect jeu vidéo véritablement là-dedans, j'ai vraiment du mal à le voir. C'est-à-dire que, oui, d'accord, les personnages ont des scores, ils font des trucs, ils ont des missions, etc. Mais je trouve que les codes du jeu vidéo lui-même sont jamais vraiment utiles à l'avancée de l'histoire ou au fonctionnement du monde. À chaque fois, le truc, le message, grosso modo, du film, c'est les jeux vidéo, c'est super bien, mais la vie réelle, c'est quand même mieux. L'inverse pour vous. Et du coup, tous les points importants de scénario tournent autour du personnage de Halliday, de sa personnalité propre, de qui il est en tant que personnage, et du coup de ses émotions et de ce qu'il a vécu dans sa vie, et pas tant autour du jeu vidéo, en fait. Bizarrement. Par contre, là où ce autour de quoi ça tourne beaucoup plus, y compris dans le scénario et dans les indices et dans les différents trucs qui permettent de trouver l'easter egg, c'est le 3e aspect de ce film, et c'est vraiment celui qui fait que même si je le trouve bien, je pourrais jamais être fan de ce film. C'est l'aspect nostalgie. C'est aussi pour ça que j'ai pas de problème avec les remakes en général, c'est que je crois que quand je suis sorti de la file d'assemblage, on a oublié la fibre nostalgique quelque part là-dedans, dans le câblage. Je n'ai aucune nostalgie. Rien, ça ne me fait rien de revoir des choses de mon enfance ou des trucs dans ce genre-là.
Limite, il y a des moments où ça peut du coup rappeler un petit souvenir, une petite émotion, comme on se sentait à une certaine époque. Mais moi, j'ai pas du tout ce fourmillement dans le cœur à voir les trucs. Oh, ça alors, c'est tel truc, et c'est tel mec, et c'est le robot de Gundam, et c'est la moto d'Akira, et c'est le truc de Retour vers le futur, et c'est pas... Non! Non, ça me parle pas, ça. Et le truc, c'est que le film est quasi entièrement basé là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, il y a les 80% du film dont j'en ai rien à foutre, quoi. Dont je n'ai rien à foutre. Et le truc, c'est que le film fonctionne vraiment à fond là-dessus, et réussit à fonctionner là-dessus. C'est pour ça que je vais pas vous dire que Ready Player One est une merde. Le film réussit clairement ce qu'il essaie de faire, mais je vais vous expliquer en quoi ça me dérange. Une partie de ce film se déroule au... comment il s'appelle? Lakeview... Non, le Lakeview Hotel? Je crois que c'est dans Silent Hill, ça. Dans l'hôtel de Shining. Alors j'étais content, je voyais des références aux jeux vidéo partout depuis le début. Je me dis ouais, bon, d'accord, très bien, d'accord, il y a Chun-Li, d'accord, ok, très bien, pas de souci. Et je me suis dit à un moment ou à un autre... Quand même, dans les années 80, il n'y a pas eu que des jeux vidéo. Est-ce qu'il va parler de films? Alors effectivement, il parle de films de temps en temps. De quel film il parle? Shining de Kubrick. Putain de merde. Bon, grosso modo, les films dont il parle, c'est les films de ses potes. C'est-à-dire qu'il parle des films de Kubrick, qui était son pote. C'est quand même lui qui a réalisé Intelligence Artificielle, qui était le dernier film qu'avait écrit Kubrick. Il parle de Retour vers le futur et de beaucoup de choses qui entourent Robert Zemeckis. Et il parle comme ça vraiment de ce qui tourne autour de ses potes. Et il y a Chucky aussi à un moment. Grosso modo, il référence les films de ses potes. Et quand on arrivait dans Shining, il y avait des gens à côté de moi qui, évidemment, au milieu d'une salle de cinéma, qui réagissaient. Et quand tu rentres dans la pièce de Shining, t'as tous les gens qui sont oh, c'est l'hôtel de Shining! Oh, machin! Et voilà le problème, c'est que l'émotion qui est provoquée par le film à ce moment-là n'est pas liée au film. Et je trouve ça, du coup, presque du vol d'émotion. Je trouve ça fallacieux de créer de l'émotion comme ça à partir de la nostalgie. Parce que le film n'a rien eu à faire, il a juste eu à vous montrer une image. Et en vous montrant une image, vous avez déjà eu la vague d'émotion, vous avez déjà eu tous les souvenirs de trucs que vous aviez kiffé quand vous étiez petit et que vous y kiffiez regarder. Et du coup, vous avez kiffé la scène et l'élément dans le film, alors que l'élément dans le film n'a rien fait et n'a rien eu à faire, à part être fidèle. Et la plupart sont vraiment que des images. La plupart sont vraiment utilisées pour leur fonction réelle. Par exemple, la DeLorean de Retour vers le futur, elle voyage pas dans le temps. Il y a un cube qui permet de voyager dans le temps qui s'appelle le Zemeckis Cube, mais la DeLorean de Retour vers le futur ne permet pas de voyager dans le temps. Et j'aurais pensé que ça aurait été utile pour certaines épreuves et certains trucs. Enfin bref, c'est vraiment là pour créer cette étincelle du « Oh la vache, je me rappelle de ce truc-là ». Et le truc de Shining, c'est ça pendant très longtemps, parce qu'après on a le truc des deux petites, et puis après l'ascenseur et tout le bordel, et à chaque fois, tu vois le truc arriver et tu vois la salle qui réagit à l'avance à la scène et qui fait « Oh, il est rentré dans cette pièce-là, mais c'est dans cette pièce-là qu'il y a tel truc, il y a tel machin. » Et je peux pas, enfin, c'est le comportement le plus fallacieux possible au cinéma, quoi. Pour moi, littéralement, c'est du vol d'émotions, c'est du vol de sensations, c'est du vol de sentiments. Et je trouve ça incroyable que Spielberg, qui a fait une déclaration publique en disant que la nostalgie à Hollywood c'était pas bien, soit le responsable de ça. Soit le créateur de ce truc. Parce qu'en dehors de l'aspect nostalgie, et vite fait l'aspect jeu vidéo, mais vraiment plus pour l'univers graphique presque, et pour l'environnement, que pour le jeu vidéo, les principes du jeu vidéo, le fonctionnement du jeu vidéo, le scénario est vraiment pas ouf, quoi. Enfin, c'est quand même très basique, les personnalités sont pas extrêmement développées non plus. Je vous dis le truc du milliardaire, enfin j'arrive pas à y croire. La grande boîte méchante qui fait absolument tout ce qu'elle veut, et pendant tout le film tu te dis bah du coup on est vraiment dans un univers dystopique, les entreprises ont pris le contrôle, etc. À la toute fin du film tu fais ah mais il y a des flics dans ce monde! Qu'est-ce qu'ils foutent depuis le début, putain de merde? Pourquoi est-ce que personne n'a appelé les flics quand ils étaient en danger? C'était quoi le souci, putain? Pourquoi est-ce que vous avez fonctionné comme ça? Vous arrivez à la fin du film, vous faites attendez, mais il y a plein de moments où ils auraient pu simplement appeler les flics et ils auraient été tranquilles, quoi. Enfin, vous pouvez pas faire ce que vous voulez non plus à n'importe quel endroit ou n'importe quel truc. Enfin, donc c'est quand même très, très bizarrement géré. Je veux dire, il y a des confettis pendant la scène de fin quand ils ont gagné, quoi. On en est là, hein. Je me demandais, c'est de la neige, c'est un truc? Non, ça apparemment c'est des confettis. Vraiment. Waouh. Putain. La plupart des histoires sont quand même très simplistes. Je vous dis les personnages, on va prendre par exemple Hallyday. C'est l'archétype du geek. Il est asocial, il sait pas se comporter avec les gens. Évidemment, il a fantasmé sur la copine de son associé, alors que son associé, l'associé qui s'est marié avec elle. Enfin, parce qu'il a pas osé l'embrasser ou un truc comme ça. Enfin, je trouve que c'est d'une simplicité un petit peu énervante, parce que c'est adapté d'un roman, donc à la base c'est comme censé être une histoire un peu plus haute. C'est du Spielberg. Il y a quand même eu vachement de moyens mis dessus. Je trouve qu'on pourrait quand même s'en sortir avec autre chose que ça, quoi. Il y a quand même aussi beaucoup d'effets qui sont extrêmement simples. Je veux dire, tout le passage avec Ash,
je sais pas comment faut la prononcer, c'est H ou H, pour moi c'est H, du coup en anglais. Donc H, ou disons H, comment dire ça? Il met en garde, alors ça c'est un truc intéressant mais je viens plus loin. Il met en garde Perceval, je veux dire Perceval aussi, pour contre une autre joueuse qui s'appelle Artemis, en lui disant mais tu sais pas du tout qui elle pourrait être derrière son écran. Ça pourrait être un gros mec de 150 kilos, un truc dans ce genre-là. Et le truc c'est que donc le pote de Perceval pendant tout le film, un modificateur de voix évident placé sur son truc. Donc quand il dit ça, tu fais ok, donc dans 3 scènes, il y a le retournement disant que le copain c'est en fait autre chose, etc. Et je trouve que ça sert à rien au final dans l'histoire, ça resserre pas plus tard, parce que je me suis dit que quand H lui disait ça, il avait quelque chose en tête aussi, vis-à-vis de Perceval. Je sais pas s'il faut dire Perzi, Perseux, je sais pas. Et du coup, ça resserre pas dans le scénario, et je m'attendais à ce que ça revienne un peu plus loin, ce qui aurait quand même donné un tout petit peu plus de profondeur et d'épaisseur à ces personnages, qui sont pour la plupart quand même extrêmement superficiels. Ils ont tous la même histoire presque, enfin au niveau de du comportement familial ou le truc dans ce genre-là. Et il y a des trucs d'ailleurs un peu bizarres, genre Percival ne vit pas avec ses parents. Il vit avec quelqu'un d'autre. Et à un moment, il leur arrive quelque chose. Et tu te dis, quand il arrive le truc, tu te dis, j'ai pas l'impression qu'il soit si attaché à ces gens-là, et s'il leur arrivait quelque chose, je crois pas que ce soit très important. Et effectivement, ça doit pas être très important, parce qu'une fois que la scène est passée, on n'en reparle plus jamais. Il n'y a pas un mot pour évoquer la réaction du personnage principal du film à cet événement essentiel au scénario qui lui arrive. Et je lui fais merde! Il y a des petits défauts quand même à cette histoire et à ce scénario, il y a quand même des trucs un peu particuliers. Et le truc c'est que les personnages pas très épais, ça s'accompagne d'autre chose, c'est que le film commence avec 15 ou 20 minutes d'exposition. Genre on te vomit de l'exposition pendant 10 ou 15 minutes, ce qui est vraiment la façon la moins intéressante de présenter une histoire, un univers. Mais pendant 15 minutes, t'as Wade qui est en train de te raconter voilà ce qui se passe dans le monde, voilà quel est le jeu vidéo, voilà comment on joue, voilà comment ça s'est passé. Là voilà mon pote avec qui je joue, voilà l'épreuve, voilà le machin, voilà le truc. Et c'est pendant 15 minutes non-stop que ça, que de l'exposition. Un petit peu énervant. Et le truc c'est que dès le début de l'exposition, tu commences à voir le défaut du film par rapport à la nostalgie. C'est qu'il y a des moments où vraiment tu as l'impression que ça sert à rien, quoi. C'est genre, il arrive dans l'Oasis et il te fait, l'Oasis permet de faire tout ce que tu veux. Tu peux escalader une falaise, avec Batman. Et c'est juste le truc de rajouter le avec Batman. C'est la facilité ultime. Dans n'importe quel film, tu rajoutes un I'm Batman ou avec Batman. La plupart des gens qui sont fans d'un truc un peu comics ou même des films simplement vont être ah putain Batman machin. Et moi j'ai un peu de mal avec ça et je trouve que dès le début du film ça commence à se sentir quoi, ce genre de référence pour la référence presque. Il y a beaucoup de moments où ils vont formaliser quelle est la référence. Ah, c'est la moto d'Akira. Vachement bien. Et il y a des moments où, quand même où ça devient un petit peu saoulant quoi. Beaucoup d'ailleurs des trucs ne font qu'une petite apparition vite fait, genre Freddy Krueger, on le voit pendant un plan, Tomb Raider, je l'ai pas vu. Il paraît que Lara Croft est cachée quelque part dans le truc, je l'ai pas vu. J'ai vu les personnages de Halo, mais il y en a plein comme ça qui passent et qui se passent. Chun-Li, par exemple, elle est vraiment là pour un plan. Ou je dis ça au passage parce que je le sens en tête, mais on voit souvent des personnages de Halo dans le jeu. Et, et comme ils font pas mal de trucs sur qui sont les joueurs, qui sont les machins, je m'attendais vraiment à voir les personnages de Halo avec, au milieu des personnages des joueurs de Halo, un gamin de 11 ans qui insulte tout le monde, etc. Parce que c'est ça le truc des personnages de Halo quand on joue en ligne, c'est les petits cons de 11 ans qui insultent tout le monde parce qu'ils supportent pas de se faire buter sur la map. Donc du coup, je m'attendais à voir ça, je l'ai pas vu, je me suis dit, oh, c'est dommage. Autre chose au niveau de l'écriture, il y a un centre des archives de Halliday, dans lequel les gens vont du coup faire leurs enquêtes sur les vidéos et les trucs et les souvenirs de Halliday. C'est tenu par un majordome. Quand Wade rentre dedans pour la première fois dans le film, on est toujours en pleine sauce exposition, et le majordome débarque et fait « Oh, vous revoilà, Perceval, vous allez encore... » Je sais plus, Perceval. « Je vous revoilà, Perceval, vous allez encore aller visiter la mémoire et les machins. Bon, très bien, allons-y. » Ils y vont. Tu les retrouves un cut dans le couloir, et t'as le majordome qui t'explique comment fonctionnent les archives et comment on les a faites. Si le personnage l'explique, c'est pour nous, hein. C'est pour le spectateur. Parce que Perceval, s'il est venu suffisamment de fois pour que le majordome le reconnaisse immédiatement quand il rentre dans le truc, c'est quand même, à mon avis, Perceval sait comment sont faits les souvenirs et comment ils ont été répertoriés et comment ils sont arrivés là, quoi. Donc
il y a des petits trucs de mauvaise écriture, mais basiques, quoi. C'est comment distribuer les phrases d'exposition, soit dans le visuel, soit dans les dialogues des personnages, c'est la base de l'écriture et de l'exposition de ton film. Et il y a des défauts comme ça dedans, quoi. Je trouve ça impressionnant d'avoir des défauts aussi majeurs, comme ça, sur des petits points. La plupart du film est quand même bien écrit. Sur des petits points, il y a des trucs qui sont simples, voire des défauts impressionnants, quoi. Il y a un moment où le personnage, l'avatar de Wade se retrouve dans un lieu du monde réel. Et là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un hologramme arrive à voir dans le monde réel? Quelque chose qui est intéressant, c'est en revanche ce côté monde virtuel et monde réel, notamment au niveau des relations qui se créent entre les gens. C'est un film qui permettra de rappeler quand même certaines mises en garde de base, faire attention à qui tu parles sur Internet et quand tu rencontres des gens, prendre des précautions parce que les gens peuvent te mentir sur Internet, etc., etc. Mais je pense que c'est aussi ça que les gens vont aimer dans le film, c'est que ça va être un des premiers films, un des rares films, on va dire. Je ne pense pas que ce soit le premier, mais c'est un des rares films à mettre en avant le jeu vidéo comme quelque chose de positif, en particulier au niveau social. L'idée que grâce au jeu vidéo, tu t'es trouvé des amis, tu t'es fait des amis, t'as trouvé l'amour, t'as trouvé machin, c'est un discours que fait quelqu'un dans le film à un moment, et il y a un côté validation de la culture jeu vidéo. Parce qu'en plus du jeu vidéo, il y a du coup quelques films, il y a Chucky, il y a Shining, on parle de Citizen Kane à un moment parce que une personne très importante pour Halliday est qualifiée de Rosebud. Rosebud étant le nom si vous n'avez pas vu Citizen Kane, le nom que dit Kane avant de mourir dans Citizen Kane. Donc il y a une allusion à Citizen Kane également. Et avec des personnages principaux qui s'appellent Perceval et Artemis, réadaptés un peu à la mode moderne, c'est-à-dire où on aime bien déformer un peu les choses, ou se les accaparer, donc le Perceval au lieu de Perceval, et Artemis écrit avec un 3 au lieu d'un E. Ce sont des personnages, au cas où vous ne sauriez pas, hein, Artemis et Perceval. Perceval c'était un chevalier, Artemis c'était la déesse de la chasse, et du coup c'est d'anciens mythes, d'anciennes mythologies européennes et méditerranéennes. Et du coup, il y a cette idée toute culture est héritée de quelque chose, toute culture évolue, et en gros, ce film valide le jeu vidéo en tant que culture à part entière, au même titre que le cinéma, au même titre que le reste. Et je pense que c'est ça aussi qui doit plaire en partie à la communauté gamer, c'est ce côté validation du fait qu'il y ait un art et une histoire du jeu vidéo, qui vont rester aussi après nous. C'est vrai que c'est positif, quoi. C'est un traitement du jeu vidéo qui est plutôt positif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je vous dis, ça me paraît vraiment pas si exploré que ça au final, quoi. Je trouve que les choses, ça aurait pu se passer dans un monde de fantasy quelconque, et on aurait pu avoir le même scénario, on aurait pu avoir une autre technologie, ça aurait pu ne pas spécialement être un jeu vidéo. Enfin, je trouve vraiment que l'aspect jeu vidéo du truc est plutôt mal abordé. L'informatique en général est abordée, le monde virtuel est abordé, le jeu vidéo pas tant que ça au final. Par exemple, parce qu'il y a un élément qui en revient très clairement dans ce film, il pourrait être dans Tron. Ça serait presque la même chose, quoi. C'est pas spécialement plus. D'ailleurs, c'est presque moins un jeu vidéo que ce qu'on voit dans Tron. Mais je vous dis que c'est lié parce que leurs voitures et leurs véhicules apparaissent exactement comme les véhicules dans Tron Legacy en particulier, le nouveau. Mais je crois que dans le premier aussi c'était comme ça. Mais t'as un stick et le stick se déclenche et ça modélise petit à petit ton véhicule. C'est exactement comme ça que ça marche dans Legacy et du coup c'est comme ça qu'ils les font apparaître dans le film. Ce qui doit du coup être un hommage à Tron, je pense probablement. Mais Tron avait un côté beaucoup plus jeu vidéo, quoi. Le côté par exemple course avec des motos qui laissent le chemin derrière, donc pour faire une sorte de Snake, si vous voulez, comme le jeu du serpent là qui ne doit pas se mordre la queue, et faire une espèce de Snake sur le parcours. Pour moi, il y a beaucoup plus d'aspect jeu vidéo là-dedans et stratégie de jeu qu'un jeu de course bourrin où tout le monde se rentre dedans et tu dois éviter des obstacles, quoi. C'est quand même le côté jeu est quand même pas très clair. À part le tableau des scores à un endroit, c'est quand même pas ultra appuyé, quoi. Juste avant d'arriver à la réalisation, il y a quand même évidemment quelque chose qui me plaît à avoir un film où le méchant s'appelle Nolan. Comme Christopher Nolan. Et du coup, je me demande d'ailleurs, est-ce que ces choses sont censées représenter quelque chose? Parce qu'on a l'impression un peu que l'entreprise représente la nostalgie si elle était récupérée vraiment que par le corporatisme et le côté très hollywoodien, uniquement qui compte sur l'argent et pas sur l'aspect émotionnel qui est contenu avec cette nostalgie. One One représente si Hollywood récupérait le truc parce qu'ils en feraient tous la même chose. Vous regardez, les joueurs de One One sont tous les mêmes. C'est toujours le même avatar, ils ont aucune personnalité, donc c'est
en ça qui sont les méchants, mais ils représentent aussi le corporatisme pur et un petit peu l'exploitation de la nostalgie qui n'est pas bonne. Il y a des scènes qui entourent le personnage de Nolan, avec son oreillette et tout le bordel, vous comprenez ce que je veux dire, qui tourne autour de ce truc-là, quoi. Et je me demandais si du coup il avait pas mis Nolan au milieu du truc, enfin un personnage qui s'appelle Nolan pour critiquer Christopher Nolan, dont il trouvait le cinéma très très nul. Je pense que Spielberg doit trouver le cinéma de Nolan assez passable, parce que c'est un cinéma très froid celui de Nolan. Et il a des avantages, enfin il peut apprécier le cinéma froid. Il était pote avec Kubrick après tout, mais enfin je pense qu'il doit vraiment avoir du mal avec le cinéma de Nolan quelque part. Peu importe, ça se trouve c'est totalement, c'est absolument pas le lien. En termes de réalisation. Il y a un choix que je trouve pas très visible, à une exception près, mais c'est pour les défauts du choix. Ils ont tourné les passages dans le monde réel en pellicule et les passages dans le monde virtuel sont des rendus virtuels, donc c'est forcément du virtuel, quoi. S'il y a même pas une caméra, c'est juste un rendu. Et le truc, c'est que, à une certaine époque, j'aurais pu voir l'intérêt. Aujourd'hui, quand on scanne la pellicule, elle est tellement précise. En plus, généralement, on la dégraine pour retirer le grain pellicule. Donc au final, je n'ai même pas vu, si j'avais pas lu, enfin, il y a un défaut qui m'a fait le remarquer dans le film. Mais si j'avais pas lu clairement que c'était du 35 mm, je me serais dit c'était juste un défaut et ça devait être tourné en numérique quand même. La chose qui fait qu'on le voit, c'est qu'en 35 mm, le viewfinder, c'est-à-dire l'objectif qui permet, enfin, le viseur dans lequel tu regardes pour savoir quelle image va être imprimée sur ta pellicule, n'est pas net, n'est pas précis. Et donc, très souvent, quand on tourne en 35 mm, on fait des plans qui sont flous. Et à un moment, j'étais devant le film, et c'est quand même un film qui est, voilà, que la plupart se passe dans un monde virtuel, donc c'est quand même super net, super précis, super détaillé, etc. Et à un moment, je regarde le truc, j'ai, putain, un plan flou! Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai noté, putain, un plan flou sur mon portable. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un plan flou, et il y a 2 plans flous dans le film, je crois. J'en ai vu un deuxième, il y avait quelque part sur Nolan, justement. Et tu te dis, putain, ça montre quand même que le support de captation est passé, quoi, qu'il y a un truc qui va pas avec ce truc, que c'est vraiment pas pratique et qu'il faut vraiment passer au numérique, arrêtez de vous pogner sur la pellicule, quoi, et le grain et tout le bordel. C'est très joli, le grain, je dis pas, mais on l'utilise plus maintenant. Justement, on voit pas la différence dans les deux parce qu'on n'utilise plus le grain. Bref. Le comportement de la caméra, en général, est assez intéressant dans le film. Les plans sont généralement assez larges. Ce qui est intéressant parce que par exemple au tout début du film on va beaucoup suivre Percival, je vais appeler Wade, vous savez quoi, comme ça sera plus clair que Percival ou Perceval. Donc Wade, on suit Wade dans le monde réel et il est toujours dans des espaces très confinés, c'est-à-dire qu'il sort de sa caravane, il descend les trucs, alors ils ont bien construit les décors en réel, donc du coup la caméra se promène vraiment dans le décor et le suit vraiment, donc il y a un côté très concret à cet univers. Ce qui est la même chose du coup avec l'univers 3D, hein, comme la caméra est très libre, on sait que l'univers existe de partout et il a quelque chose du coup de très concret. Mais j'en parlerai un tout petit peu plus loin de la mise en scène en synthèse. Là, je parle vraiment du monde réel. Chaque caravane a une petite scène qui se déroule dedans. Chaque caravane a une vie. On voit toujours des gens qui sont, à un moment il descend, il y en a qui est en train de faire du step aérobique ou un truc genre là, enfin bon bref. Et ces environnements sont tous confinés. Ils sont tous extrêmement restreints. Ce qui se sent encore mieux en 3D d'ailleurs. Allez le voir en 3D, c'est un très bon film au niveau 3D. C'est une des bonnes 3D que j'ai vu dernièrement et elle est utilisée de façon intéressante. Notamment quand Wade rentre pour la première fois dans l'Oasis, on vient de le suivre dans tous ces endroits très isolés, très restreints. On s'approche, vous avez vu le plan et dans la bande-annonce, on s'approche de son œil, on arrive à l'intérieur de ses lunettes et dans les lunettes on a l'Oasis qui s'affiche dans un énorme tunnel et là la 3D prend une profondeur incroyable et t'arrives dans l'univers du coup de l'Oasis et là du coup la grandeur du truc prend tout son sens en 3D encore plus, mais encore plus opposé aux environnements très restreints et très contraignants du monde réel dans lequel on s'est promené jusque-là. Il joue dans une bagnole au fond d'une casque et au fond d'un trou machin, enfin il y a vraiment un côté il faut ramper presque dans ce monde pour vivre et t'arrives dans l'Oasis et là c'est plein de liberté, plein de place, etc. Donc tu vois l'intérêt à ce niveau-là, pour le coup. Je vois pas le côté monde pollué et les choses vont mal et économiquement c'est catastrophique, etc. Tout le monde a un écran 16 mm dans son salon et son bordel. Bon, c'est vrai que ça coûte plus aussi cher qu'avant, mais quand même. Mais du coup, je sens pour le coup ce côté restreint, contrit et envie de s'évader, quoi, de s'échapper et d'entrer dans un autre monde. Donc ça, du coup, c'est très bien rendu par la façon de filmer et par la 3D et les mouvements de caméra, parce que cette caméra est extrêmement virtuelle et donc virtuose. Jeu de mots, mais quand même les caméras virtuelles ont un truc très intéressant parce que c'est vrai qu'elles se promènent d'une façon qui était même pas concevable pour des cinéastes à la base, avant que le jeu vidéo arrive et qu'on commence à avoir des caméras virtuelles, libres, totalement libres pour se promener dans un univers.
Il y a une fluidité, une perfection, une façon aussi de se centrer sur son sujet et de le loquer. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes et surtout des caméras dynamiques et qui peuvent te suivre. Prenez par exemple la caméra d'un jeu de course qui reste constamment derrière une voiture, mais il y a certains jeux de course qui ajoutent des mouvements à la caméra, qui va pouvoir sauter pour si on arrive à par exemple des courses d'obstacles ou des trucs dans ce genre-là, qui va aller dans certains coins, qui va faire des zooms si vous avez un accident, des trucs. Enfin, les caméras sont quand même assez intéressantes et assez dynamiques. Et du coup, il utilise vraiment au maximum les capacités d'une caméra virtuelle et dynamique dans ce film, avec des mouvements de caméra qui sont vraiment parfaitement chorégraphiés. Et justement, du coup, il en profite pour faire presque tous les plans, presque toutes les scènes et tous les plans du film sont des plans séquences en fait. Bon, il fait quand même du montage, hein, il faut pas exagérer, mais il y a énormément de scènes qui auraient pu être de simples champs contre champs basiques, et au lieu de faire un champ contre champ, il fait une caméra qui avance, qui filme la personne qui parle, puis à un moment elle va faire un petit arc de cercle, elle va se retourner vers l'autre personne qui parle, puis à un moment elle va aller vers le bas, et faire une contre-plongée vers le truc, etc. Et la caméra flotte vraiment comme ça autour des personnages, sur les scènes d'action en particulier, la scène de la course-poursuite, la course en voiture au tout début. Enfin, il y a un énorme Hummer qui est filmé sur le devant, il arrive dans la caméra frôle la portière, passe entre le pneu et la jante du truc, enfin et le pare-choc, enfin la carrosserie, entre le pneu et la carrosserie, et ressort derrière la bagnole et fait un truc monstrueux et tourne encore autour. Magnifique! Mouvement de caméra magnifique. Et du coup, dans les plans dans le monde réel, pour qu'il n'y ait pas une trop grosse dichotomie de style visuel entre les deux parties du film, il a essayé de reproduire ces mouvements-là, ce qui doit être particulièrement compliqué parce que une caméra virtuelle, elle n'existe pas, c'est un point, et à partir de ce point, ce point est considéré comme l'objectif, et regarde, et tu lui donnes du coup une valeur en millimètres entre le 20 et peu importe, tu donnes une valeur d'objectif. Il a pu tourner non plus en caméra numérique parce que c'est tourné en 35 mm. Avec du numérique, tu peux te permettre de séparer juste le capteur de la caméra qui est relié à un câble au corps de la caméra, et du coup tu peux juste avoir le capteur et l'objectif dans la main, donc ta caméra fait ça, quoi, c'est tout petit truc, comparé à une caméra de 15 kg que tu te mets sur l'épaule. Les caméras sont très très lourdes, en particulier en pellicule. Objectif et capteur, ça aurait pu marcher, mais il a pas tourné en numérique, il a tourné en 35 mm. Donc en 35 mm, non seulement la caméra fait 12-15 kg et un truc dans ce genre sur ton épaule, mais en plus tu rajoutes les deux bobines 35 mm qui sont en train de tourner, enfin la bobine 35 mm qui est en train de tourner dans le magasin, parce qu'il y a le poids aussi du film qui est en train de passer dans le truc. Donc c'est quand même un énorme bousin à trimballer une caméra de cinéma, vous vous rendez pas vraiment compte. Et réussir à reproduire cette fluidité de mouvement dans le monde réel, du coup, c'est vachement intéressant. Alors, c'est probablement beaucoup de machinerie, mais c'est clair que les façons de tourner les plans, enfin, sont incroyablement intéressantes et les façons de tourner les plans sont vraiment très bien trouvées. Et c'est vrai que cette caméra, Spielberg a vraiment utilisé cette caméra différemment, quoi. Je dois admettre, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'il avait fait dans The Post. Il y a des scènes de The Post avec des mouvements de caméra qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit ici, mais ça reste quand même du coup vachement intéressant. Et il y a un autre truc qui est particulièrement intéressant, c'est pour trouver des indices sur l'Oasis et les clés, il faut regarder les souvenirs et de Hallyday, c'est ça, il s'appelle James Hallyday. Et du coup, ils sont présentés donc comme une vidéo qui se lirait sur un écran, sauf que comme dans un jeu vidéo, comme le souvenir est mis en mémoire en 3D virtuel, on peut tourner autour de la scène. Donc sur le tournage, c'est rien du tout. En gros, c'est une caméra qui doit être installée sur une sorte de compas. En gros, c'est-à-dire que tu dois avoir un truc au milieu, un axe central, et la caméra doit tourner en arc de cercle autour d'un truc. Mais du coup, ça tourne vraiment autour des personnages qui sont au pile poil au milieu de ce mouvement. Et donc, t'as vraiment l'impression que c'est le truc en 3D qui tourne autour d'un décor ou d'un machin, et que tu observes du coup l'environnement comme ça. Donc c'est une image réelle dont t'as l'impression qu'elle est générée par informatique, tellement elle est précise et parfaite. Vachement intéressant quand même comme truc, parce que quand tu fais un truc sur le virtuel, et c'est pas au virtuel, et c'est à la réalité que tu fais prendre un côté virtuel, tellement le plan est incroyablement bien filmé, quoi. C'est quand même plutôt pas mal, pour le coup. Enfin, l'idée de mise en scène est vachement intéressante, et l'effet est incroyablement réussi, quoi. C'est très 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 bon. Autre truc en termes de mise en scène, la musique, je parle pas souvent de musique, composée par Alan Silvestri, qui est, je sais jamais si c'est Silvestri ou Silvestri, genre, le compositeur de musique de Terminator 2, il me semble aussi de la musique de la plupart des films de Robert Zemeckis, en fait, y compris Retour vers le futur. Et il a vraiment repris une composition années 80-90. La musique dans les films aujourd'hui est très très discrète. C'est vraiment, la musique doit accompagner l'image, mais surtout pas la marquer ou l'augmenter. Et là, il a une scène qui est vraiment typiquement des années 80-90. C'est deux personnages qui sont en train de parler, et à un moment, un des deux personnages comprend quelque chose. La scène du Eureka, j'ai trouvé. Et dans la plupart des films actuels, on fait juste genre une petite musique qui va débarquer vite fait, quoi,
une petite tune un petit peu joyeuse, mais discrète pour qu'on entende les dialogues, ou alors même un silence complet, ça va être « j'ai trouvé », et le mec se casse, et voilà. Et là, ça se passe pas du tout comme ça se passe vraiment à la Retour vers le futur, parce que je crois que c'est même la musique de Retour vers le futur, et il a mis beaucoup de notes et de passages de Retour vers le futur et de certains autres films pour marquer certains événements dans le film, genre le petit thème je sais pas, au triangle ou au xylophone pour Retour vers le futur. Et là, du coup, il y a le personnage qui réagit, qui fait « j'ai trouvé », et là, t'as la musique qui arrive, c'est ou genre la musique de Retour vers le futur, enfin je sais, ou le truc de Doc quand il trouve quelque chose dans sa tête, c'est toujours ce petit truc d'orchestre qui débarque. C'est vraiment ce truc là quoi. Il a poussé le côté nostalgique et reproduction des codes des années 80-90 au-delà du visuel avec la musique également. En revanche, y compris au niveau de la musique, il y a des fois où franchement le gars abuse quoi, genre le film démarre, première musique, Jump Van Halen. Le cliché quoi. Comment tu vas à fond dans le truc? Bon. Un petit défaut en termes de réalisation, par contre, au niveau des scènes d'action. Je trouve que la première scène d'action est bien plus intéressante et impressionnante que toutes les autres scènes d'action du film. La deuxième épreuve, tout ce qui se passe autour de la troisième épreuve, jusqu'au combat du climax final, je le trouve pas très impressionnant par rapport à la pêche, l'énergie et à quel point je me suis fait défoncer la gueule par la scène de course-poursuite en bagnole au début, quoi. Que ce soit d'ailleurs le premier passage ou le passage de « ça y est, j'ai enfin trouvé la solution », les deux rendaient vraiment très très bien et étaient vachement intéressants, mais une fois que du coup t'as fait cela, tu vois le reste du film passer, tu fais « ouais, c'est sympa, mais on peut pas refaire une course de bagnole, là, ça a l'air vachement mieux quand même !» J'espère que ça va leur donner plein d'idées pour des jeux vidéo, cela dit, parce que des courses de bagnole avec des obstacles que le genre King Kong en train de se passer autour et tout, ce serait vachement intéressant, n'empêche. Pourquoi est-ce que personne n'a encore fait ça? Il y a eu des trucs dans ce genre-là, il y a un jeu que j'aimais bien comme ça qui s'appelait Blur, une espèce de Wipeout dans une vraie ville, mais avec des objets à la des items à la Wipeout à récupérer, des armes et des machins. C'était assez intéressant. Et du coup, je me dis, ouais, ça va peut-être quand même leur donner quelques idées, parce qu'il y a des choses qui sont sympas dans le truc. Mais ouais, je trouve que du coup, les scènes d'action sont de moins en moins intéressantes, en fait, presque. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage. Et si je peux faire une petite partie spoiler, vite fait. Parce qu'il y a un truc qui m'a énervé, du coup, c'est que je vous dis, la plupart des choses de nostalgie sont là, mais servent pas à grand chose. La DeLorean de Retour vers le futur. L'énigme, c'est revenir en arrière, revenir sur ses pas. Toute la course se déroule avec un King Kong, qui est le vrai gros problème, qui poursuit les bagnoles depuis le début et les empêchera de toute façon de passer la grille de fin. Si t'es pas idiot, t'arrives sur la ligne droite finale, tu déclenches ton convecteur temporel, tu rentres la date d'aujourd'hui avec 2 minutes de moins, tu atteins les 88 miles à l'heure, et là tu voyages dans le temps, la course commence à peine, King Kong il est au fond du truc, et toi t'es déjà à la fin de la ligne d'arrivée. Pourquoi c'est pas comme ça qu'on gagnait ce putain de truc? Parce que je trouve qu'il y a quand même un truc illogique avec ce mec, je déteste les règles. Tu codes du jeu vidéo. Tu codes du jeu vidéo. Code! Un code, c'est une règle! Un jeu vidéo ne fonctionne qu'avec des règles! Ça n'a pas de sens! Alors ouais, ok, c'est cool d'avoir fait un circuit bis et tout, il faut le faire dans un certain sens et tout, mais t'as plus l'impression que c'est une piste cachée dans Mario Kart que la résolution d'une énorme énigme, quoi. Tu fais putain... Alors que t'aurais pu vraiment utiliser le truc nostalgique jusqu'au bout avec le truc du revenir en arrière. On peut le faire dans le jeu vidéo, il y a le Zemeckis Cube qui permet de revenir 60 secondes en arrière. Donc pourquoi tu le fais pas en pleine course d'ailleurs? Si ça... D'ailleurs oui! S'il y a le Zemeckis Cube qui existe, pourquoi personne s'est dit, tiens, je vais finir toute la course, et à la fin, quand il y a King Kong qui arrive, je vais faire revenir le jeu en arrière de 60 secondes, comme ça la route sera pas détruite par King Kong, et je pourrai y aller tranquillement. Je viens de vous niquer le film en un truc. Mais ça m'a énervé pendant tout le film presque, parce que, justement, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ok, donc la nostalgie est là pour le visuel, quoi, pour que les gens se disent, ah, génial, je vois la DeLorean faire un truc. Mais sinon, ça sert pas vraiment à grand chose, quoi. Ça fait du bien, fallait que je critique vraiment un truc quelque part dans le film. Parce que c'est pas du tout mon univers.
et le film est pas mal. Donc je suis en train de dire qu'un truc que j'ai pas trop aimé est pas mal. Donc ça me fait du bien à un moment de mettre un vrai petit tacle vraiment logique, quoi, sur le scénario et sur l'écriture. En dehors de ça, le scénario est quand même plutôt basique, quoi. Il y a pas grand chose de ouf. Et ouais, il y a certaines scènes d'action qui sont assez intéressantes, mais il y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas extraordinaire. Donc je pense que c'est un très bon film sur l'univers du jeu vidéo. Un film assez moyen, globalement. Très bon film sur le jeu vidéo et la nostalgie, et moyen en tant que film global. Et enfin, si je peux terminer par ça, le truc que j'ai le plus aimé dans le film, c'est que je suis complètement tombé amoureux du mec qui joue le personnage de Daito, c'est-à-dire Win Morizaki. C'est... Waouh! Mignon! Très mignon! Voilà, si ça peut être mon avis final sur Ready Player One. Laissez le vote dans les commentaires du coup, au cas où, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont aimé, mais il y a quand même quelques personnes qui sont un peu en doute, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!